Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs qui me font le plaisir, qui m'ont fait le grand plaisir et l'honneur de m'inviter de nouveau à Louvain, et j'ai grand plaisir à revenir ici. Donc, ce que je voulais illustrer aujourd'hui, c'était la façon dont, à l'époque d'Auguste, on a pu essayer de répondre à une crise qui était une crise en particulier, aussi, entre autres choses, des consciences, une crise morale, une crise politique, une crise religieuse, finalement en utilisant un modèle historique, en se référant à un modèle de crise, et plus précisément à une maquette qui avait permis de répondre à une crise, une maquette religieuse, et une maquette qui avait été établie par le collège des décemvirs à l'époque de la Deuxième Guerre punique. Au lendemain de la bataille de Cannes, il y a effectivement élaboration d'une réponse par un collège religieux, avec certainement un inspirateur principal, vous le connaissez tous, hein, il s'agit de Fabius Pictor. Et donc l'intuition de ce modèle tient en grande partie au fait que, de part et d'autre, la réponse à la crise religieuse est portée par ce collège, alors qui devient un collège à l'époque d'Auguste, collège des Quindecimvirs, dont je rappelle qu'Auguste est président, un magistère. Donc, dans le même temps que Tite-Live lançait le grand chantier, je ne sais pas, c'est pas très bien ajusté, de son Urbe Condita, Auguste développait de son côté les différents éléments de sa politique religieuse, grâce à laquelle il espérait mettre un terme à la grave crise des consciences que la guerre civile avait déclenchée. Le 9 octobre 28, il inaugurait sur le Palatin un nouveau temple consacré à cet Apollon qui lui avait offert la victoire d'Actium. Avec les deux bibliothèques, grecque et latine, qui flanquaient son temple, Apollon pouvait apparaître comme un dieu civilisateur, protecteur des lettres, garant de surcroît des destins de Rome, qu'il devait bientôt abriter en son sein, lorsque les livres sibyllins, dont le transfert dut être envisagé dès 28, on ne sait pas quand il a eu lieu effectivement, mais on a du mal à admettre qu'on n'a pas commencé à envisager le transfert des livres sibyllins dès l'inauguration du temple en 28. Donc lorsque ces livres sibyllins furent transportés du temple de Jupiter Capitolin au Palatin pour être enfermés à l'intérieur du socle de la statue du dieu. Une autre grande manifestation de l'utilisation d'Apollon comme divinité tutélaire du nouveau pouvoir fut l'organisation de jeux séculaires en 17 avant Jésus-Christ, à l'occasion desquels Apollon, tel Janus, se trouva confirmé dans son rôle d'ouvreur de temps nouveaux. Ces jeux, ainsi que le Carmen Saeculare composé par Horace, étaient dans l'esprit de 27, dont il célébrait le 10e anniversaire, tout en se référant à la théorie pythagoricienne du Saeculum. Le symbolisme solaire s'y retrouvait et Phébus devenait le garant du bonheur de l'État romain. L'apollinisme de l'empereur s'y était aussi exprimé par des innovations qui avaient permis l'introduction de cérémonies diurnes où l'on pouvait sacrifier à Jupiter Maximus, à Junon Regina, à Apollon et à Diane. Or, cette prédilection marquée pour le ritus graecus et le culte d'Apollon n'est pas sans rappeler les caractéristiques de la réponse religieuse apportée au lendemain de la bataille de Cannes. À cette autre désespérance, réponse donc apportée à cette autre désespérance provoquée par les défaites catastrophiques au début de la guerre contre Hannibal. De fait, il nous semble que la réponse très apollinienne du collège décemviral à cette crise tragique que traversait Rome ressemble très étroitement à celle qui devait être conçue plus tard par le princeps, président au demeurant, je le disais à l'instant, de l'ancien collège décemviral devenu quindécimviral. Au point que l'on ne puisse exclure que ce soit dans la mémoire de cette même institution que le prince ait puisé son inspiration pour adopter certains aspects de la politique religieuse qu'il allait s'employer à mettre en place au début du Principat. Le rôle de Fabius Pictor en amont de cette tradition semble avoir été capital, soit au moyen de ses Romaion Praxeis, donc son histoire romaine, qui, vous le savez, qu'il avait composée en grec, soit par le travail
qu'il aura accompli directement au sein du collège des Semvirales. Même s'il n'existe de fait aucune preuve formelle de l'appartenance de Pictor à ce dernier, le fait qu'il ait été le représentant romain auprès d'Apollon à Delphes en 216 ne nous paraît pas pouvoir relever du hasard, mais révèle à tout le moins une étroite connivence avec la politique religieuse mise en œuvre par les décemvirs. Cette politique religieuse, mise en musique pendant la Deuxième Guerre punique, nous est essentiellement connue par l'intermédiaire de l'œuvre livienne, soucieuse quant à elle d'offrir à l'orientation religieuse de la politique augustéenne la garantie des anciens. De ce point de vue, les Romaion Praxeis constituaient pour Tite-Live un précieux témoignage. Et de fait, la Burbe Condita nous paraît avoir servi d'interface entre les politiques religieuses des deux époques. Notre propos sera donc ici de mettre en lumière la façon dont l'apollinisme, qui caractérise en partie la politique religieuse engagée par les décemvirs pendant la Deuxième Guerre punique, semble avoir été mise en valeur dans le récit livien. Une fois identifiés de la sorte les principaux motifs apolliniens dont l'exploitation est commune à Fabius Pictor et à Tite-Live, nous essaierons de démontrer que cette connivence idéologique ne résulte pas de la projection anachronique des préoccupations contemporaines de Tite-Live sur son récit, mais bien plutôt du souci d'Auguste de se servir comme d'un modèle de l'œuvre religieuse du collège décemviral afin d'inscrire son action au sein de la tradition romaine. De fait, la réponse apportée à la désespérance suscitée par les désastres militaires qui ouvrent la Deuxième Guerre punique entre la bataille du Tessin et celle de Cannes ne manque pas de présenter de fortes ressemblances avec la politique religieuse développée par Auguste pour répondre à l'angoisse de son époque. L'apollinisme en est comme le point d'orgue et intervient après l'échec de mesures prises en 217, lesquelles n'avaient pas empêché que ne survint ensuite le désastre de Cannes. Parmi les réponses alors apportées par le collège des décemvirs, consulté à l'initiative du dictateur Fabius Maximus, on relèvera, pour notre propos, l'intérêt que présente la décision prise alors de dédier un temple à la Vénus du mont Eryx. Cette opération sera finalement confiée au même Fabius, conformément à l'injonction des Libri Fatales de confier cette opération au premier magistrat de la ville. Le recours à la Vénus du mont Eryx avait été inspiré par le souvenir du caractère décisif de l'aide apportée par la déesse aux Romains à la fin de la première guerre punique. Celle-ci, depuis son sanctuaire, avait maintenu Hamilcar comme scotché au pied du mont Eryx, permettant ainsi le succès du piège romain posé par le consul Lutatus aux îles Égates. On y avait vu comme la confirmation des origines troyennes de Rome, puisqu'Aphrodite Vénus était l'allié naturel des Troyens. À cet égard, le fait de se tourner vers Apollon après la bataille de Cannes indique une certaine continuité d'inspiration. Si Vénus ne semble plus de taille pour répondre aux défis lancés par Hannibal, les décemvirs ne renoncent pas pour autant à rester dans le cadre de la légende troyenne en se tournant vers Apollon, autre protecteur des Troyens. Le scénario de 216, à l'origine du développement du culte d'Apollon à Rome, est très proche de celui de 217. Et de fait, il fait de nouveau intervenir le collège décemviral, ainsi qu'un membre de la gens Fabia, encore une fois, cette fois-ci, notre historien, Fabius Pictor. Au milieu de la tourmente déclenchée par la défaite de Cannes, étaient intervenus en effet plusieurs incidents graves, de nature à porter à son paroxysme le trouble des esprits. Aussi avait-on invité les décemvirs à consulter les livres, tandis que l'on décidait d'envoyer Fabius Pictor à Delphes. Donc c'est le texte 1. Et donc on a si vous voulez, un événement assez extraordinaire, hein, puisque nous avons un historien au cœur de la politique, au cœur de l'histoire, acteur de l'histoire. Hein, Fabius Pictor, historien, ambassadeur de Rome à Delphes, et voilà, il est vraiment au cœur du dispositif gouvernemental. Par la suite, Tite-Live ne manque pas de présenter une relation détaillée du retour de Fabius Pictor et de mettre narrativement en valeur la réponse du dieu en la transcrivant au style direct. C'est le texte 2. Alors j'insiste beaucoup sur ces procédés stylistiques parce qu'ils marquent bien l'intérêt particulier pour Tite-Live de ces événements-là et l'intérêt pour ses lecteurs qui vont pouvoir établir des analogies avec l'époque dans laquelle ils vivent. Il y est demandé aux Romains de se conformer aux rites nationaux, d'offrir une dîme aux dieux et de se garder de toute lasciwia. Je vais revenir sur ce terme dans un instant. Suit une longue description détaillée du parcours emprunté par l'ambassadeur jusqu'à l'autel d'Apollon.
une description détaillée à ce point-là, ce n'est pas anodin. C'est qu'elle est importante. Donc jusqu'à l'autel d'Apollon, où il dépose sa couronne de laurier. Il s'agit là donc en réalité d'un gros plan, très révélateur du souci de Tite-Live d'offrir en spectacle à ses contemporains l'exemple ancien de cette piété apollinienne remise au goût du jour, au moment où, avec l'inauguration du temple palatin, l'on invitait les Romains à manifester la même ferveur à l'endroit du dieu protecteur du jeune prince. Un terme est particulièrement intéressant dans la réponse faite par le dieu. C'est celui de lasciuia, stylistiquement mise en valeur par Tite-Live en fin de phrase et dont l'interprétation a prêté à bien des controverses. Le mot désigne en latin la pétulance, l'esprit badin, le manque de sérieux. Une traduction de ce terme par laisser aller paraît donc tout à fait adaptée et en parfait accord avec le contexte de la consultation. Quel est-il ce contexte? C'est celui d'une désespérance d'une population qui ne sait plus, après la bataille de Cannes, après la défaite de Cannes, véritablement ne sait plus à quel saint se vouer. Et le récit accordera du reste un long développement explicatif et narratif pour évoquer la façon dont les superstitions, les rites étrangers avaient profité de cette situation pour gagner du terrain, au point de rendre nécessaire l'intervention des prêteurs, qui interviendra quelques années plus tard, en 213, pour réprimer le débordement dans le domaine public de ces croyances, une menace pour la Pax Deorum. C'est donc à ce laisser-aller, qui est certainement déjà très perceptible en 216, mettant en cause le respect des rites nationaux, que doit en toute logique renvoyer la lasciuia dénoncée par le dieu de Delphes en 216. C'est un même laisser-aller religieux que devait plus tard dénoncer, vous le savez aussi, avec véhémence, la propagande d'Octave Auguste et qui l'amènerait à développer sa politique de restauration des rites religieux traditionnels et à ordonner la réfection de nombreux temples délabrés du fait de la négligence des temps. Rappelez-vous comment Auguste se targue d'avoir fait réparer plus de 82 temples pour la seule année 28, donc dans ces fameux Res Gestae. Par la suite, dans son récit des événements de l'année 212, Tite-Live devait choisir de mettre également en exergue, dans un long passage au style direct, la transcription supposée des prophéties de Marcius, demandant l'instauration de jeux en l'honneur d'Apollon, en contrepartie desquels le dieu promettait d'offrir la victoire à Rome. C'est le texte 3. Suivait une minutieuse évocation des dispositions prises par le Sénat qui chargeait Décemvir de consulter les libri fatales et de sacrifier à Apollon selon le rite grec. L'auteur ponctuait enfin son chapitre par la description imagée des premiers jeux apollinaires, sans doute évocatrice pour ceux d'entre ses lecteurs qui avaient pris, description évocatrice pour les lecteurs qui avaient sans doute pris part aux jeux organisés par Auguste à l'époque. Je vous renvoie au texte 4. Ces jeux, une fois institués, ne trouvèrent leur place fixe dans le calendrier romain qu'à partir de 208. Les Romains n'eurent pas lieu de regretter leur dévotion apollinienne, leur piété renouvelée fut récompensée par l'écrasement des forces carthaginoises au Métor en 207. Par la suite, le dieu, honoré d'une nouvelle offrande, promettra aux Romains une plus grande victoire encore et conseillera d'accueillir la Magna Mater à Rome. Donc l'introduction à la Magna Mater se fait aussi dans le développement dans le siège d'Apollon, en parfait accord avec les oracles sibyllins. La victoire de Zama devait venir récompenser la piété des Romains. Un autre moment fort de l'orientation apollinienne de la politique religieuse, suivie pendant la Deuxième Guerre punique, nous renvoie à la cérémonie de 207, cérémonie expiatoire, laquelle n'est pas sans rappeler singulièrement certains aspects des Ludi Saeculares de 17 avant Jésus-Christ. On se rappelle que la cérémonie de 207 avait, quant à elle, été mise sur pied par les décemvirs à la suite de l'aggravation d'une crise prodigiale d'une gravité exceptionnelle. C'est après avoir noté l'enchaînement dramatique des événements que Tite-Live devait introduire une longue et minutieuse description de la procession expiatoire que je vous ai présentée dans le texte 5. On ne manque pas d'être étonné dans ce passage par l'importance narrative accordée à cette cérémonie, le luxe de détails introduit pour dessiner le parcours de la procession. On devine en particulier la volonté d'accumuler les indications susceptibles de renvoyer à la notion de destin. Ainsi, le temple d'Apollon et la porte carmentale, au début même de l'évocation,
concentre-t-il un symbolisme apollinien évident, susceptible de nous renvoyer à l'Apollon augustéen, garant des destins de Rome contenus dans ces fameux Carmina, c'est-à-dire les Libris Fatales, conservés précieusement dans le temple palatin. Dans la même veine, on relèvera l'évocation des 27 jeunes filles entonnant le fameux Carmen, celle de Junon Reine, enfin, dont il s'agit d'apaiser l'ire, encore une fois, pour assurer le destin de Rome. Le fait d'ailleurs que la procession parte du temple d'Apollon pour finir chez Junon Regina, sur l'Aventin, entendait peut-être souligner l'intérêt particulier que paraissait revêtir aux yeux de Tite-Live la volonté des décemvirs de faire d'Apollon le dieu expiateur dans ses relations avec les déesses matronales, garantes de l'avenir de la nation romaine. On relèvera également de ce passage l'étonnante ressemblance entre les 27 jeunes filles qui entonnèrent, lors d'une pause dans leur procession au forum, le Carmen de Livius Andronicus, et les 27 jeunes garçons et 27 jeunes filles qui chantèrent en 17 le Carmen Saeculare d'Horace, une première fois devant le temple d'Apollon, une autre fois sur le Capitole. Et c'était là une innovation introduite par Auguste dans le cérémonial du troisième jour des Jeux des Ludi Saeculares, qui auparavant étaient uniquement consacrés aux divinités chtoniennes. L'activation de la symbolique séculaire dans la Procuratio de 207 semble cependant surtout effective avec l'évocation du Carmen de Livius Andronicus, qui, je pense, est susceptible de faire penser au Carmen Saeculare d'Horace en 17. Tous deux entonnés dans des conditions similaires. Les remarques d'ailleurs de Tite-Live, il fait comme un petit clin d'œil, me semble-t-il, à propos du Carmen de Livius Andronicus, il parle de la grossièreté relative du goût des anciens. Il écrit « Nunc aborrens et in conditum si referatur ». Ce poème paraîtrait aujourd'hui étrange et peu raffiné. Donc, ça peut être une invitation à faire des comparaisons. Et comme ces lignes sont écrites probablement peu de temps après 17, voilà, je crois que c'était un clin d'œil assez facile à saisir pour les contemporains, pour les lecteurs de Tite-Live. Donc, l'allusion était d'autant plus perceptible pour le lecteur de Tite-Live que Livius Andronicus avait peut-être été lui aussi l'auteur d'un Carmen Saeculare, celui de 249. Il est un autre aspect de la politique apollinienne à l'œuvre dans la Deuxième Guerre punique que le récit livien s'attache à mettre particulièrement en évidence. Il s'agit de l'utilisation des livres sibyllins, dont la consultation, ainsi qu'on l'a pu voir, est systématiquement dramatisée par Tite-Live lorsque les décemvirs intervinrent dans la dédicace d'un temple de la Vénus du Mont Eryx, ou lorsqu'ils décidèrent de l'envoi de Fabius Pictor à Delphes, de l'introduction des Jeux apollinaires, de la procession expiatoire de 207, ou encore de l'adoption du culte de la Magna Mater, autant de mesures définies dans le cadre d'une exploitation décemvirale du thème des origines troyennes de Rome. De façon générale, on peut dire sans exagérer que le récit de la Deuxième Guerre punique permet d'insister sur l'autorité exclusive reconnue à Apollon sur les livres sibyllins et plus largement sur l'ensemble des prophéties comme les Carmina Martiales susceptibles de contenir les destins de Rome. L'ensemble de ces outils oraculaires paraît alors étroitement placé sous le contrôle du collège des décemvirs, tout comme voudra le faire bien plus tard son avatar augustéen, soucieux de placer sous sa coupe les destins de Rome et de réprimer les fausses prophéties. Le même souci de placer sous l'autorité d'Apollon les fata romains explique aussi cette autre particularité du récit livien, qui, dès les toutes premières pages de Labor Condita, s'emploie à éclairer le statut de ces livres du destin précisément et à en estomper quelque peu les origines étrusques, et à les placer sous un éclairage apollinien. Il convient ici de revenir sur le gros plan projeté sur Évandre, dont Tite-Live avait fait le fils de Carmenta. Vous savez que les livres sibyllins, on les appelle aussi les Carmina. Donc, le fils de Carmenta, alors que les textes antérieurs parlent plutôt d'une Nicostrate ou d'une Thémis. Alors, certes, il s'agit de rendre aussi compte du nom de la porte carmentale, mais le choix de Carmenta n'est pas anodin, ce thème pouvant évoquer sémantiquement ces Carmina, ces fameux livres du destin dont Auguste avait précisément envisagé, voire entrepris le transfert dans le temple palatin d'Apollon dès 28. Le commentaire livien faisant de Carmenta une sibylle avant la lettre soulignerait sa proximité avec la source de connaissance des fata que le pouvoir augustéen entendait placer sous la protection du dieu de Delphes. Et si l'on place
si l'on garde à l'esprit le fait que la composition du livre 1 est contemporaine de l'inauguration du Temple palatin, on est en droit de se demander si le soulignement sémantique par Tite-Live du nom de Carmenta et l'indication de sa fonction ne renvoient pas précisément à un débat en cours autour du projet de transfert des livres sibyllins. Ainsi, l'Apollon livien en tout point conforme à son modèle augustéen, s'avère-t-il être le principal garant du destin de Rome dont il éclairera de ses prophéties le cheminement historique. En cela encore, l'apollinisme augustéen et livien s'accordent bien avec la fonction prophétique d'un dieu donneur de victoire introduite à l'époque de la Deuxième Guerre punique par le collège Decemviral ainsi que par Fabius Pictor. La Urbe Condita de Tite-Live laisse apparaître également un curieux intérêt pour un autre aspect de la gestion des livres de prophétie. Le récit de l'année 213 s'ouvre en effet sur l'évocation du développement d'un mal nouveau qui frappe la cité depuis que le désastre de Cannes a plongé cette dernière dans la désespérance totale. Un long passage offre en effet le tableau saisissant d'une cité en proie aux superstitions, essentiellement d'origine étrangère, celui aussi d'une population manipulée par des charlatans, les faux prophètes, uniquement motivés par le lucre et tournant dangereusement le dos à la tradition nationale. C'est le texte 7. Le phénomène est présenté comme un mal suffisamment grave pour que l'affaire soit confiée au prêteur urbain Marcus Aemilius, suite une longue évocation dramatisée de la Contio, dans laquelle le dernier lit à haute voix le Senatus Consultum, ordonnant à tous ceux qui possédaient des recueils de prophéties et de prières ou de rituels de les apporter avant le 1er avril, et ce n'était pas une farce. Donc, tandis que dans le même temps, était interdit tout sacrifice dans un lieu public ou consacré selon les rites nouveaux et étrangers. L'année suivante, en 212, les Carmina Martiana, dont on a vu l'importance pour le développement de l'apollinisme à Rome, et qui figuraient au nombre des ouvrages de prophétie confisqués dans le cadre de l'opération de police religieuse de 213, avaient quant à eux été traités avec des égards particuliers. Il n'en ira pas de même en 181, après l'affaire de la découverte de la prétendue tombe du roi Numa. À côté du sarcophage royal, se serait trouvé un autre cercueil, contenant 7 livres en latin, traitant de droit pontifical, et 7 autres en grec, présentant une doctrine pythagoricienne supposée remonter à l'époque du roi, malgré les invraisemblances chronologiques que dénonce Tite-Live. Dans la suite du récit, on voit que les scrupules religieux du prêteur auraient alors poussé ce dernier à saisir le Sénat et qu'un senatus consulte devait bientôt ordonner de brûler les livres sur le comitium. Tout se passe donc comme si Tite-Live avait eu à cœur de souligner le soin avec lequel les responsables politiques avaient veillé dans le passé à ne pas permettre aux prophéties et aux opuscules religieux non autorisés de circuler librement et de faire notamment concurrence aux livres officiels, les libri fatales. Seuls les Carmina Martiana intéressés au développement du culte d'Apollon sont traités avec gravité et sérieux. La destruction des fausses prophéties, la nécessité de faire le tri entre les textes religieux et la lutte contre les rites étrangers à l'intérieur de l'espace public sont présentés en revanche comme des mesures salutaires. Mais encore une fois, ces gros plans ne sont pas gratuits, et le luxe de ces développements paraissent bien faits pour piquer la curiosité du lecteur et disent assez l'intention de l'historien d'activer des analogies avec l'actualité. De ce point de vue, c'est surtout le traitement des fausses prophéties qui nous paraît devoir retenir notre attention. Tacite rappelle ainsi dans ses annales qu'Auguste avait voulu lutter contre les fausses rumeurs qu'avaient accréditées certaines prophéties. Ordre avait été donné qu'avant tel jour, les recueils de cette nature fussent livrés aux prêteurs urbains, tout comme cela l'avait été en 213. Était également signifié au particulier l'interdiction d'en conserver. Suétone, évoquant peut-être la même opération de police religieuse, précise qu'Auguste avait même procédé à un tri parmi les oracles sibyllins et recouru à un autodafé des écrits prophétiques, grecs et latins non autorisés. C'est le texte 9. Tite-Live composa le livre 40, où les questions de l'autodafé des livres de Numa, à un moment probablement proche de 12 avant Jésus-Christ, date à partir de laquelle, si l'on en croit Suétone, on pourrait situer l'autodafé augustéen. Il y a donc de fortes chances pour que l'on puisse expliquer l'insistance particulière de Tite-Live sur la politique de répression des fausses prophéties, ainsi que sur les mesures de crémation des livres, par la proximité dans le temps d'un même type d'événement. L'exemple des mesures prises pendant la Deuxième Guerre punique et les années immédiatement consécutives permettait à Tite-Live de démontrer à ses lecteurs que les efforts du prince trouvaient la garantie des exemples offerts dans ce passé idéalisé. Et dans le passé, cette politique avait permis le redressement de la cité. Le développement du ritus graecus, du thème des origines troyennes, de l'apollinisme et enfin
celui de la gestion des livres sibyllins, constitue donc parmi quelques-uns des principaux aspects communs entre la politique religieuse augustéenne et les choix religieux opérés à l'époque des guerres puniques. Pour ces derniers, le rôle du collège décemviral, ainsi qu'on l'a pu voir, a été déterminant. La gens Fabia semble avoir également été très impliqué dans l'élaboration de cette politique, notamment Fabius Pictor, qui a sans doute mis en musique dans ses Romanum Praxeis la ligne arrêtée par son cousin et surtout le collège décemviral dont il devait nécessairement être très proche. Peut-on cependant être certain que le miroir que nous tend Tite-Live de cette politique religieuse n'est pas quelque peu déformant? Quelles sont les raisons susceptibles de nous interdire de penser que les ressemblances relevées ne s'expliquent pas simplement par le souci livien de projeter sur le passé les ombres du présent? On ne manquera pas tout d'abord de garder à l'esprit que le fait que Fabius Pictor était un personnage public. Son œuvre était en outre largement connue, de sorte qu'il n'eût guère été possible à Tite-Live de ne pas rester fidèle, au moins aux grandes lignes du récit que l'ancien ambassadeur romain à Delphes avait pu faire de sa mission dans ses Romaion Praxeis. Aussi, n'y a-t-il aucune raison d'apparente de douter de la réalité, de l'implication directe de ce personnage dans le développement de l'apollinisme à Rome? Il existe d'autre part de nombreux indices précis de la volonté de Fabius Pictor de promouvoir l'importance du rôle d'Apollon dans ses Romaion Praxeis. Le fragment du catalogue de la bibliothèque de Taormine a ainsi confirmé le fait que Fabius Pictor faisait passer Hercule par Rome, où il devait sans doute, à l'image de ce qui se passe dans le récit livien, débarrasser la région de la présence de Cacus et gagner de ce fait la reconnaissance de l'Arcadien Évandre, qui allait en son honneur instituer le culte de l'Ara Maxima Herculis, point d'ancrage du Ritus Graecus, dont le collège décemviral devait par la suite avoir la charge. La promotion d'Hercule et du légendaire Évandre dans le récit de Fabius Pictor traduisait le projet de cet historien d'inscrire l'histoire de Rome à l'intérieur du cadre culturel grec. Il est très vraisemblable aussi que le choix de faire parvenir le fils de Jupiter jusqu'au Forum Boarium et à la mythique Palantée constitue une sorte de signature pictorienne, puisque la gens Fabia prétendait descendre de ce héros qui se serait uni à une nymphe ou une femme du pays et aurait ainsi engendré le premier Fabius, dont le dernier est actuellement ministre des Affaires étrangères en France. Plutarque, à l'origine de ce motif, ne précise malheureusement pas sa source, mais on ne saurait ainsi exclure qu'il se fût agi de Fabius Pictor, qui aurait ainsi cherché à conférer quelque légitimité à l'intérêt particulier que sa gens semble avoir accordé au Ritus Graecus. Le récit de l'ambassade romaine supposait avoir été envoyé à Delphes en 397, à la suite du prodige du lac Albin, et ce, alors que le siège devant Veii piétinait, constitue un autre indice fort de ce que Fabius Pictor avait bien placé Apollon au moment clé de l'histoire de Rome, tout comme Tite-Live devait le faire plus tard. Tout laisse penser en effet que la consultation de 397 n'est qu'un doublé de celle conduite par l'auteur des Romaion Praxeis en 216, la seule dont l'authenticité ne saurait être mise en doute. La symétrie de la réponse du dieu, la demande de payer une dîme à Apollon, l'exigence de restaurer, de respecter les rites nationaux et l'intervention des matrones dans les deux cas pour payer la dîme plaident en faveur de cette interprétation. L'envoi du cratère d'or en offrande offerte à Apollon à la suite de la constellation de 397 est peut-être en revanche authentique. Selon une tradition, les ambassadeurs romains chargés d'apporter cette offrande au dieu de Delphes auraient été capturés en chemin par des pirates des îles Lipare, mais leur chef, Timasité, apprenant l'objet de leur mission, leur aurait rendu la liberté et les aurait même fait escorter jusqu'à Delphes. Ce même Timasité aurait été par la suite gratifié du droit d'hospitalité publique par le Sénat romain, et ses descendants furent exemptés d'impôts lorsque les îles Lipare passèrent sous la domination romaine 137 ans après, selon Diodore de Sicile. Le témoignage d'Appien précise que le piédestal du cratère était toujours visible de son temps, mais que l'objet lui-même avait été fondu pendant la troisième guerre sacrée par Onomarchos au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais si l'envoi d'une offrande à Delphes au début du IVe siècle a donc toutes les chances d'avoir réellement eu lieu, rien ne nous assure en réalité qu'il faille lier ce don à une consultation de l'oracle de Delphes en liaison avec l'épisode du lac Albin et du siège de Veii. Au IVe siècle, Rome ne connaissait au demeurant qu'Apollo Medicus. Il y a donc fort à penser que la consultation de Dieu de Delphes au début du IVe siècle n'avait en réalité rien à voir avec le siège de Veii, mais bien plutôt avec l'épisode de pestilence de 399, signalé un peu plus haut dans le texte livien. En opérant ce déplacement, Fabius Pictor essayait de rendre espoir à ses compatriotes encore abattus par la défaite subie à Cannes. Il leur indiquait que le Dieu dont il venait de solliciter l'assistance avait su offrir à Rome le succès contre sa grande rivale d'alors, Veii, dont l'hostilité dans le passé avait été aussi acharnée que celle dont les Carthaginois faisaient preuve dans le présent.
D'ailleurs, c'est assez fascinant de voir comment les modes de pensée sont restés un peu identiques. On procède de la même manière. À l'époque d'Auguste, on va par analogie offrir une analogie avec la période de la Deuxième Guerre punique, mais Fabius Pictor déjà essaye de proposer des analogies qu'il fabrique en projetant l'ombre de son époque dans un passé plus lointain encore. Un dernier indice plaide encore en faveur de l'idée selon laquelle Fabius Pictor aurait pu effectivement servir de modèle à l'apollinisme et sans doute de façon plus large à la politique de restauration des rites religieux nationaux caractéristiques des premiers temps du Principat, aussi bien sur le plan politique que littéraire. On sait l'importance que prit l'idée de cycles historiques sous Auguste. Le prince, comme les poètes, notamment Virgile, avait joué avec l'espoir de temps nouveaux sous les auspices d'Apollon. Cette conception était illustrée par Tite-Live, qui exploita l'idée d'une succession de cycles de 360-365 années, partant de la fondation romuléenne et aboutissant d'abord à la prise de Rome par les Gaulois, puis à la refondation augustéenne. Or, ce n'est certainement pas un hasard si l'idée d'un premier cycle de 360 années ait probablement trouvé sa première expression sous la plume de Fabius Pictor. Ça, c'est quelque chose que je viens de comprendre et qui m'a vraiment beaucoup étonné et qui confirme effectivement que, à mon avis, vraiment, cette époque de Fabius Pictor a servi vraiment de modèle pour penser le temps et penser l'histoire à l'époque d'Auguste. Donc, Fabius Pictor avait en effet, à l'évidence, situé la prise de Rome par les Gaulois en l'an 360 de Rome. Même si aucun texte ne nous le confirme, il est probable en effet que Pictor avait dû reprendre d'abord le synchronisme établi par Timée Tauromenion, qui permettait de faire intervenir la catastrophe gauloise la même année que la prise de Reggio de Calabre et la paix d'Antalcidas, c'est-à-dire en 387 avant Jésus-Christ. Nous, 390, vous le savez, c'est la date de Varron. En revanche, Fabius, et donc s'il prend cette date de 387, parce qu'elle est déjà établie par Timée au moins, en revanche, c'est Fabius Pictor lui-même qui décide de faire de 747 avant Jésus-Christ la date de fondation de Rome, ce qui est un choix inédit. La raison qui le conduisit à choisir précisément cette année resterait obscure en réalité si l'on n'y voyait pas l'effet d'un compute à rebours, partant de la catastrophe gauloise pour dessiner l'espace symbolique d'un cycle de 360 années, de 387 à 747, vous avez donc 360 années. Cette conception d'une succession de cycles historiques, Fabius Pictor pouvait l'avoir empruntée aux Étrusques, ainsi que l'a suggéré Dominique Briquel, et l'on a déjà dit combien les Fabii étaient liés à l'étrerie. Cela n'exclut pas d'autres influences, notamment grecques. Et le chiffre de 360, qui correspond à celui de l'année parfaite dans la tradition platonicienne, pouvait très bien conforter ce fin connaisseur de la culture grecque dans l'idée qu'il y avait là la possibilité d'accorder ces deux traditions indépendantes. On voit en tout cas la fortune que ce modèle pouvait avoir à l'époque d'Auguste pour offrir un cadre à son action politique et religieuse centrée autour de la figure d'Apollon. Le princeps, comme les hommes de lettres, surent alors bien mettre en musique cette conception du temps, en profitant de façon opportune de ce qu'un nouveau cycle de 360-365 années venait de s'écouler depuis la prise de la ville. Et dans le même temps, les savants calculs d'un Varron ou d'un Nigidus Figulus pouvaient aisément encouragé à utiliser la symbolique exploitée jadis par Fabius Pictor et sans doute le collège Decemvir pour donner l'espoir qu'un nouveau cycle d'existence pour Rome était de nouveau ouvert. Il ne nous semble donc pas douteux que l'Apollon livien possède les mêmes traits que ceux du dieu sous les auspices duquel Auguste avait voulu placer son pouvoir et dont le modèle avait été vraisemblablement forgé bien auparavant par le collège décemviral, peut-être animé par Fabius Pictor à l'époque des guerres puniques. Bien des indices peuvent laisser penser que le modèle religieux et moral élaboré alors par les décemvirs pour sortir Rome de la crise générée par les cataclysmes militaires inspira largement la réflexion animée par l'héritier de César. Le parallélisme des situations, la nécessité d'un dieu susceptible de suggérer un remedium capable d'enrayer le cycle d'effondrement de la cité, l'attachement d'Octave à Apollon, magistère, donc Octave par ailleurs magistère du collège des Quindécimvirs, lui-même donc un Octave attaché tout comme l'est Fabius Pictor à la tradition des rites nationaux, la tradition conservée également au sein de du collège quindécimviral, tous ces éléments ont pu suggérer à Auguste et à ses conseillers de prendre comme maquette de leur politique apollinienne
les dispositions générales arrêtées à l'époque de la Deuxième Guerre punique pour faire face à une crise sans précédent. L'art de Tite-Live s'est employé quant à lui à construire des miroirs entre les différentes époques, en offrant ainsi quelques gros plans sur ces prestigieuses préfigurations. Je vous remercie.